Bonjour, juste avant de commencer cet épisode au sujet vous verrez très intéressant, je tiens à remercier notamment 2 personnes qui ont été les mécènes du mois écoulé pour Passion Médiéviste. Je tiens à remercier particulièrement Damien et Laura, vraiment merci énormément, parce que ce podcast existe grâce au soutien des auditeurs-auditrices et au partenariat que je fais parfois. J'ai d'autres personnes à remercier, alors vous verrez ce sera après le générique, parce que vous verrez la fin de l'épisode est un peu spéciale, donc restez jusqu'à la fin, peut-être que vous allez entendre votre nom. C'est comme le Club Dorothée mais autrement, bref. Allez, bonne écoute. Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Je t'ai dit qu'elle soutenait sa thèse le 28 ? Une thèse sur quoi ? Les chevaliers paysans l'ont mis au lac de Paladru. Au lac de Paladru ! Passion médiéviste, l'histoire médiévale vue par ceux qui l'étudient. Est-ce que vous connaissez le Moyen-Âge ? Mais d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge ? Vous pensez peut-être au tournoi de chevalerie, à Charlemagne et la peste noire, mais ce n'est pas que ça. En général, on dit que le Moyen-Âge est une période de 1000 ans, c'est-à-dire, en gros, de l'année 500 à l'année 1500. Mais vous l'entendez dans ce podcast, il y a autant de définitions du Moyen-Âge que de médiévistes. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans ce podcast, je reçois des jeunes médiévistes, c'est-à-dire des personnes qui étudient le Moyen-Âge en master ou en thèse, pour qu'ils et elles vous racontent leurs recherches passionnantes et qu'ils et elles vous donnent envie d'en savoir plus sur cette belle période. Épisode 117, Paul et Aliénor d'Aquitaine la Régente, c'est parti. Excuse-moi, mais il y a des gens que ça intéresse ? Aliénor d'Aquitaine. Je ne compte plus les fois où on m'a demandé de lui consacrer un épisode. On en a parlé dans le format Super Jeu de Royal, forcément, mais à quand un épisode spécial ? Eh bien, comme j'ai fait avec Jeanne d'Arc en vous parlant de son rôle dans le médiévalisme, je vous propose aujourd'hui d'aborder l'histoire de celle qui est peut-être l'autre femme la plus connue du Moyen-Âge, 2 fois reine de France et reine d'Angleterre, en abordant un aspect particulier. Dans cet épisode, nous allons donc parler d'Aliénor d'Aquitaine, la régente, et dans son rôle dans l'administration territoriale, de son rôle peut-être un peu plus juridique. Alors oui, dit comme ça, c'est pas le sujet le plus sexy. Mais vous allez voir qu'à travers ces actions, nous allons percevoir comment une femme au Moyen-Âge, certes assez exceptionnelle et certes de l'aristocratie, pouvait régner et exercer son pouvoir sur un territoire. Et pour parler de ce sujet passionnant, j'ai le plaisir de recevoir Paul Webel. Bonjour Paul. Bonjour Fanny. Paul, je te reçois. Alors, tu as fait un master monde médiévaux à l'université de Poitiers et le titre de ton mémoire, c'était « Phénomènes juridiques et droits de propriété dans l'exercice du pouvoir d'Aliénor d'Aquitaine sous la direction de Martin Aurèle et Didier Veillon ». Et tu as fait aussi d'autres études, on va en parler après. Je précise que cet enregistrement a lieu dans le cadre d'une journée hommage au médiéviste et professeur Martin Aurèle au Centre d'études supérieures de civilisation médiévale, le CESCM de Poitiers, dont Martin Aurèle fut le directeur pendant plusieurs années. Et d'ailleurs, nous sommes en public. Et oui, on a des médiévistes dans la salle. Et justement, pour préparer cet épisode, j'ai écouté des interviews et conférences de Martin Aurèle. Et quand il parlait d'Aliénor d'Aquitaine, on pouvait sentir son admiration, et je pense qu'on peut le dire, sa tendresse. Il disait notamment qu'il était prêt à défendre l'honneur de la dame à tout prix face aux accusations et à sa légende noire. Et d'ailleurs, dans son dernier ouvrage, qui est paru en 2024, peu avant sa mort, ça portait sur Aliénor d'Aquitaine, souveraine femme. Donc on est totalement dans le sujet aujourd'hui. Alors déjà, Paul, première question totalement rituelle dans Passion médiéviste, et même si j'ai un petit peu une idée quand même, qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler sur Aliénor et pourquoi avoir choisi ce sujet en particulier ? Eh ben effectivement, tu l'as dit, entendre Martin Aurèle à Poitiers parler d'Aliénor, c'est extrêmement plaisant. La passion qu'il a su transmettre, je pense, à tant et tant de générations de jeunes chercheurs est absolument fascinante. Et je suis tombé aussi dans ce bouillon, dans cette marmite de ces cours magistraux absolument passionnants. Alors j'ai même découvert Aliénor avant le master, en licence 2. Il nous a fait un CM sur Aliénor et sur la littératie féminine. Au Moyen-Âge, c'était passionnant. Et en parallèle, il y avait aussi un autre cours en licence qui est donc était sur l'histoire du genre, sur les cartes périodes historiques. Et ces 2 cours-là fusionnés m'ont fait découvrir un univers que je ne soupçonnais pas,
tant au niveau du sujet que de la méthodologie qui est abordée. Et donc, quand je suis entré au Master Mondes Médiévaux à Poitiers, en Master 1, au début, j'étais un peu pusillanime à vouloir travailler sur Aliénor. Un peu quoi, pardon ? Pusillanime un peu peureux. Ok. On va dire. J'étais un peu réticent à aller voir cet immense spécialiste que j'avais en face de moi et lui dire Monsieur Aurel, moi aussi je veux travailler sur Aliénor. Sachant toute l'historiographie qu'il y avait déjà, je me voyais mal, avec mes petits bras, apporter ma petite pierre. Et donc j'avais bricolé un sujet vite fait. Et j'ai finalement, plusieurs semaines après la rentrée, j'ai parlé à Martin Aurel de ma volonté de travailler sur Aliénor. Et il m'a juste répondu le plus humainement du monde, mais Paul, c'est super. En plus, j'écris un livre en ce moment, donc on va pouvoir travailler ensemble. Et puis, depuis lors, ça a été un amour conjoint sur le sujet d'Aliénor d'Aquitaine. Et donc, j'ai travaillé pendant 2 ans dessus, sous sa direction, et 1 an sous la direction de Didier Veillon. Bon, on va raconter tout ça, effectivement. Alors, pour teaser un petit peu le sujet, raconte-nous, qu'est-ce que tu as voulu montrer dans tes recherches ? Alors ça a été effectivement toute la question, qu'est-ce qu'on peut encore dire sur Aliénor d'Aquitaine ? Et ben en fait, ça après juste plusieurs mois de recherche, de lecture, j'ai vu qu'effectivement la pierre qui manquait un peu à l'historiographie et notamment aux biographies, c'est son activité réelle en tant qu'administratrice, en tant que propriétaire foncière d'une bonne partie de ce qui formera l'Empire ou l'espace plantagenet à partir de 1154. Et donc j'ai voulu savoir, d'après donc ces actes, donc ces chartes, ces diplômes, ces notices, donc tous les actes de la pratique qui attestent donc d'une décision juridique, qu'est-ce qu'elle a fait ? Qu'est-ce qu'elle avait ? Qu'est-ce qu'elle en faisait ? Comment d'ailleurs elle montrait qu'elle pouvait le faire aussi ? La question pour moi de l'autorité, de la représentation textuelle de la reine m'a beaucoup intéressé. Et donc c'est des questions que je travaille depuis Aliénor, que je travaille toujours. Et aussi, avant qu'on se lance, plongeons-nous un petit peu dans le Moyen-Âge. Donc, Aliénor d'Aquitaine, née en 1124, début du XIIe siècle. Donc, raconte-nous, quel est le contexte historique en ce début et un peu ce milieu de XIIe siècle ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi les bails ? Eh ben, il se passe beaucoup de choses, car effectivement, donc, le XIIe siècle, on en parle beaucoup. Notamment parce que c'est un peu, effectivement, comme tu l'as dit, le milieu de ces 1000 ans qui forment le Moyen-Âge, enfin à peu près le milieu, le Moyen-Âge central. Et le XIIe siècle est surtout connu notamment par la création donc, de l'Empire plantagenet en Occident, on va parler vraiment de l'Europe occidentale, donc par les 2 grands royaumes de France et d'Angleterre qui vont globalement se chahuter et être en conflit quasiment tout le siècle, je crois. C'est aussi le siècle de la Renaissance intellectuelle. Certains historiens parlent de cette Renaissance, avec les croisades, et surtout la première, parce qu'il n'y a eu que la première pour l'instant, à partir de 1095 jusqu'à 1099. Les croisés vont ramener, en France, en Angleterre, en Italie, en Espagne, à Rome, tout un tas de textes grecs, notamment de la science grecque, notamment d'Aristote, qui va être redécouvert à peu près autour de ces eaux-là. Parce que traduit par les Arabes, donc ils récupèrent ces écrits-là. C'est un de mes sujets préférés. S'il y a des gens qui travaillent sur le sujet, je veux en faire plus d'épisodes. Vraiment, ça me passionne. Mais effectivement, et ça va en fait conditionner beaucoup de choses au niveau de la pratique juridique médiévale. Et donc le XIIe siècle, cette renaissance intellectuelle, aussi l'avènement de la scolastique, en fait on va repenser les lettres, on va repenser les textes, on va repenser la place de l'écrit dans la société, et notamment on va augmenter cette place. Désormais, alors c'était un peu déjà le cas au Xe siècle, l'écrit avait déjà une importance, mais là, il faut mettre par écrit nos actions. Je renvoie pour ça vers le hors-série que j'ai sorti il n'y a pas longtemps sur la révolution de l'écrit que j'ai fait avec Paul Bertrand, où on a parlé de ça vraiment en détail, effectivement. Et donc effectivement, cette révolution de l'écrit est prédominante, et donc Aliénor a aussi bénéficié de ce contexte-là pour son activité politique, et c'est une des raisons, pas que bien sûr, une des raisons de pourquoi est-ce qu'on a autant d'actes pour cette reine. D'accord, c'est bon, je pense qu'on a un peu plus ça en tête. Alors, comme on disait, on ne va pas raconter toute la vie d'Aliénor d'Aquitaine, parce qu'il existe plein de super émissions et de livres. On va se concentrer effectivement sur son rôle d'administratrice. Alors, en l'an 1154, Aliénor donc accède au statut de reine d'Angleterre, je résume, et donc de duchesse de Normandie et de comtesse d'Anjou, tout en conservant sa condition d'héritière du duché d'Aquitaine. Et donc Aliénor d'Aquitaine parvient ainsi, en fait, en quelque sorte, au contrôle de nombreuses terres, et sa forme son douaire, qui lui permettent d'asseoir son autorité au sein de tout l'Empire plantagenet. Alors, si vous n'avez pas tout compris, rassurez-vous, on va expliquer. Aussi, juste avant, on va y arriver un premier, mais quand même, moi, juste avant de parler de cette partie-là de sa vie, un tout petit retour en arrière, parce que, est-ce que quand elle était reine de France, est-ce qu'on a quand même des traces de son activité comme gestionnaire quand elle avait aussi un douaire, en fait, aussi à ce moment-là ? Effectivement, c'est une très bonne question. C'est une question que je me suis posée, qui effectivement, je trouve, a été assez passée sous silence par l'historiographie, alors que c'est très intéressant à débattre, car effectivement,
avec son mariage royal en 1137 avec donc Louis XVI, qui n'était pas encore roi de France au moment où il a marié Aliénor. Il le deviendra 3 semaines après avec la mort donc, de Louis VI à Paris. Donc Aliénor aurait peut-être reçu effectivement donc, un douaire de son mari, comme il était d'usage au XIIe siècle, où notamment le droit canon commence à vraiment théoriser le douaire comme un motif légitime du mariage. Donc d'ailleurs, je crois que le douaire, on l'a pas trop défini, tu peux me rappeler ce que c'est ? Quand il y a un mariage, il est donc de coutume et désormais de droit canonique que le mari constitue un ensemble de terres, qui peut aussi être un ensemble de rentes, qu'il va assigner à sa femme au moment du mariage pour qu'elle puisse subvenir à ses besoins après la mort de l'époux. Au XIIe siècle, même, ça se transforme parce qu'on a beaucoup de témoignages qui attestent qu'en fait, la propriété du douaire est parfois acquise durant la vie de l'époux. Notamment pour qu'une reine ait assez de rente pour qu'elle puisse faire ses activités de reine, surtout quand elle est reine consort d'Angleterre, où elle doit bouger sur tout le territoire pour en fait asseoir son autorité et à travers la sienne, celle de son époux roi. Donc on voit bien que vraiment à cette époque-là, les reines n'étaient pas du tout juste des poupées ou vraiment juste des femmes un peu, j'exagère un peu, mais des plantes vertes qu'on met dans un coin, que oui, elles sont belles, elles servent à faire des enfants, mais non. On considère leur rôle politique, mais aussi d'héritage. Mais c'est important d'avoir ça en tête. C'est ça. Et donc, effectivement, on pourrait penser que Louis VII ait donc constitué un douaire à Aliénor, vu que par son mariage, littéralement, Aliénor lui apporte tout l'Aquitaine, tout son héritage. En détail. Ce qui n'est pas rien, ça représente littéralement un quart de la France actuelle. Si je peux donner des bornes géographiques, en gros, ça va du Poitou actuel aux Pyrénées, à la Gascogne, qui a été donc annexée au duché par son arrière-grand-père Guillaume Aigret en 1063. Donc ça va aussi donc, de La Rochelle à l'Auvergne, en gros. Donc c'est gigantesque. Bien sûr, tout n'appartient pas à Aliénor, il faut aussi mettre ce petit disclaimer. C'est un ensemble en fait, de comtés, de vicomtés qui sont aussi autonomes par rapport au pouvoir ducal. Comme en fait le duché est autonome, juridiquement et politiquement, vis-à-vis du roi de France. L'apporte néanmoins à Louis VII aussi donc tout ce droit politique de suzeraineté. Louis VII réaffirme la puissance capétienne sur des terres qu'il avait perdues en fait depuis longtemps. Et il va pas les garder longtemps. Et il va pas les garder longtemps, malheureusement pour lui. Et effectivement, donc par rapport au douaire, en fait, on n'a pas de mention de douaire assigné à Aliénor. Alors pour moi, j'y vois aussi plusieurs aspects. Notamment, comme je l'ai dit, l'assignation d'un douaire n'est pas automatique au début du XIIe siècle, donc peut-être qu'il n'y en a juste pas eu. Sachant qu'en plus, ce mariage était un mariage arrangé par son père Guillaume X avant qu'il n'aille en pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle et qu'il y meure. Mais on sait que si jamais la mort du duc devait arriver, Aliénor étant la plus âgée, étant l'aînée de sa fratrie, parce qu'elle a eu un jeune grand frère, Guillaume, qui est mort à l'âge de 4 ans, et donc automatiquement c'était la deuxième. Et donc à la mort de Guillaume, elle devient héritière. Donc c'est une forme de dot sans le dire. C'est plus en fait un acte privé qui a eu lieu avant. Si tu maries ma fille, tu récupères l'héritage de ma fille. Ils se sont dit on verra plus tard. Peut-être on verra plus tard. Et donc une fois qu'Aliénor et Louis ont rejoint Paris, j'ai aussi regardé donc dans les actes qu'ils ont fait à deux pour voir si on pouvait y trouver des traces. Encore une fois, malheureusement, rien du tout. C'est quand même bizarre. Effectivement, on sait qu'Aliénor, pendant son mariage avec Louis VII, n'a pas été très active politiquement. Elle a surtout confirmé des actes de son mari. Et donc, à Paris, en fait, il y a une reine douairière aussi, Adélaïde de Savoie. C'est pour ça, en fait. Et oui, effectivement, comme je l'ai dit un peu avant, Louis VI est mort quelques semaines avant le mariage. Et donc, à la mort de Louis VI, sa femme a récupéré un douaire. Le douaire qui lui a été assigné par son mari. Et on sait qu'elle l'a eu, ça c'est sûr. Donc en fait, en 37, le douaire est déjà occupé. Il peut pas y avoir plusieurs douaires. Ça a été la question parce que effectivement, alors ça on le voit surtout au niveau de la succession des reines d'Angleterre à la fin du XIIe siècle avec Bérengère de Navarre, Isabelle d'Angoulême, que si, on peut assigner, parfois on peut même assigner les mêmes terres. C'est ce qui s'est passé avec Bérengère où la charte de dotation donc de Richard à Bérengère de Navarre mentionne d'ailleurs toutes les propriétés du douaire, donc du douaire traditionnel des reines d'Angleterre, je pourrais revenir sur cette notion si ça t'intéresse, en lui disant tu récupéreras ce douaire quand ma mère qui l'a déjà va décéder. Ce qui, au vu de l'âge, normalement, dans leur mentalité, ça ne saurait tarder, donc ça ne devrait pas te poser problème. Pauvre Bérengère, ça va lui poser de gros soucis. Ce qui est bien, c'est que là, l'épisode qu'on fait aujourd'hui, c'est un bon complément à l'épisode que j'ai fait il y a quelques mois sur la dot. On avait rapidement évoqué le douaire, donc on a surtout parlé de la dot. Alors donc, tu as dit effectivement, quand elle était reine de France, on n'a pas beaucoup de traces. Alors, revenons à ses actions quand elle devient reine d'Angleterre. Quels sont ses rôles et comment est-ce qu'elle peut agir comme reine d'Angleterre avec vraiment... et tous ses autres statuts, parce qu'en fait, elle en a plein. Alors comment elle peut agir ? Effectivement, c'est le contexte politique qui lui permet. Donc elle est bien mariée donc, en 154 à Henri II, qui 2 ans plus tard, en 154, deviendra roi d'Angleterre, par le droit de sa mère, Mathilde l'impératrice.
Et il est d'usage en Angleterre que la reine joue un rôle politique très important. Plus qu'en France ? Je pense plus qu'en France. Je pense que c'est en fait peut-être une sorte de culture anglaise qui s'est forgée au fil des années. Parce qu'on a en fait beaucoup de traces, beaucoup d'écrits pour les douaires des reines d'Angleterre, notamment depuis le Xe siècle. Et on sait que c'est relativement le même. Ce qui est étonnant, c'est que ça fait partie... Alors, Aliénor devait posséder en Angleterre entre 25 et 26 villes, /châteaux, lieux qui lui donnent des rentes. Oui, ça occupe bien les week-ends, quoi. Ça peut occuper les week-ends, effectivement. Alors, bien sûr, elle ne visite pas tout. Oui. Mais effectivement, et ces lieux servent d'assises au pouvoir territorial. C'est dans ces lieux que les reines vont principalement tenir leurs plaies de justice, leurs tribunaux privés, leur cour de la reine, littéralement. Donc les nobles vont venir se plaindre à la reine. Tu m'as volé ma terre, t'avais pas le droit. Et donc la reine, avec ses conseillers, va trancher le litige. C'est comme dans le jeu Crusader Kings, quoi. Mais où vraiment, dans le jeu Crusader Kings, on peut, quand on commence à avoir une cour et tout ça, à tenir justice et où les gens viennent demander est-ce que je peux avoir ci ou ça, ou est-ce que, voilà, je m'engueule avec machin. Donc, c'est pareil, en fait. C'est littéralement ça. Et donc, ces lieux de pouvoir, on sait qu'Aliénor les utilise dès l'année de son arrivée en Angleterre. Elle les utilise et elle est présente dans certains de ces lieux dès 1154, notamment parce que, entre 1154 et 1160, son mari, lui, va, comme elle, en fait, sillonner l'ensemble de l'Empire plantagenet, pour reprendre le terme historiographique, pour simplement aussi faire de la politique, mater quelques-uns de ses vassaux qui essaient de prendre un peu trop de poids dans la politique. Et Aliénor, elle, va surtout rester en Angleterre. Et donc, elle va agir vraiment comme la principale officier du royaume. C'est-à-dire qu'elle va être donc garante de l'autorité royale en son nom. Ça, c'est aussi très important. Et au nom de son mari. Et notamment, on a ce qui est assez exceptionnel pour une reine, je crois pas qu'on en ait autant, de toute manière, on n'a pas autant d'actes pour n'importe quelle autre reine d'Angleterre, reine tout court, du Moyen-Âge. On a donc 17 mandats d'Aliénor qui va mander les officiers locaux, donc les shérifs. En fait, vraiment des officiers qui vont être chargés de la collecte de taxes, parfois de rendre aussi la justice à un niveau plus local. Et donc, Aliénor va mander au moins 17 fois, c'est évidemment un fragment du total qui a dû exister, soit de dire à tel shérif, va rappeler que cette abbaye-là, elle a bien les droits sur tel lieu, ou directement confirmer aussi des actions politiques de certains de ses vassaux en Angleterre. Bon, enfin, moi, les gens disent surtout que je tiens de mon grand-père Guillaume IX. Sacré personnage, avec une belle barbe. Paillard invétéré, colérique, facétieux, mais aussi le plus grand poète de son temps. Mais à côté de ça, il avait fait la croisade, papy. Et à la fin de sa vie, il a même donné des terres pour que soit fondée Fontevraud. Une abbaye dirigée par une abbesse. Une femme, quoi. Ah, j'adore cet endroit. Je leur file sans arrêt du pognon. Je prendrais bien ma retraite, d'ailleurs, là-bas un jour. Pas le plus tard possible. Alors, j'avais pas prévu cette question, mais juste, et je reviens un peu encore en arrière, mais est-ce qu'on a des renseignements sur la formation d'Aliénor d'Aquitaine ? Parce que forcément, vu son statut, on peut imaginer qu'elle a eu une formation et tout, mais donc peut-être par rapport à d'autres reines ou d'autres héritières qui ont été un peu mariées, qui n'avaient peut-être pas forcément autant de connaissances, j'ai l'impression qu'elle avait une solide formation qui permettait et qui explique peut-être qu'elle soit aussi prodigue et aussi à l'aise dans son rôle. Donc effectivement, la question de la formation, Marthe Aurèle adorait en parler d'ailleurs. En fait, on n'a pas de traces pour Aliénor. On peut juste effectivement théoriser qu'en tant que duchesse, elle était entourée de précepteurs, de moines, de lettrés, de troubadours même à la cour poitevine. Mais sur sa formation, je pense pas qu'elle ait eu un b.a.-ba d'être la reine parfaite dès sa naissance. Elle l'était naturellement. Mais je pense que ça s'est fait sur le tas. Peut-être aussi lié à son caractère, donc je ne rentrerai pas non plus dans le psychologisme. Mais vu l'importance qu'elle va prendre, notamment lors de son veuvage, c'est pour moi une formation politique et d'administration territoriale, en fait, juste qui s'est fait naturellement. Donc, si on revient un peu aux terres qu'elle peut gérer, tu as dit il y a 26 ou 27 villes ? Au moins 26. Au moins 26 villes qu'elle peut gérer. Et donc, tu l'as dit, elle se déplace, elle fait un peu de justice. On a parlé plusieurs fois dans ce podcast déjà de femmes d'aristocratie qui ont pu gérer leur domaine. Donc là, est-ce que vraiment, en tant que reine, elle a plus de pouvoir, plus de possibilités et une forme d'indépendance ou pas ? C'est compliqué de parler d'indépendance. En tout cas, juste où elle peut agir sans supervision. En fait, c'est ça que je veux dire. Est-ce que vraiment, elle n'a pas de rendre de compte de ce qu'elle fait dans ces villes-là ? Alors, ça dépend du moment où on parle. Car effectivement, quand elle est donc mariée à Henri II, donc entre 1154 et 1189, Aliénor ne
peut pas aliéner tout ce qu'elle veut. C'est-à-dire que son douaire, en fait, faut voir aussi, ça c'est très important, faut voir la propriété médiévale, en fait, comme un millefeuille de droits de propriété sur une terre. Un peu comme encore aujourd'hui en France, hein. Entre l'échelle locale, l'échelle régionale et tout ça, on a encore plein de millefeuilles. Un peu, mais nous, et surtout, donc ça aussi, ça nous vient, notre propriété nous vient de la renaissance du droit romain, qui donc se fait aussi au XIIe siècle, où on va commencer à avoir la propriété absolue, qui va commencer à arriver. On va dire un propriétaire, et éventuellement des gens qui vont l'utiliser, et ça, en fait, au XIIe siècle, on atteste de la construction de ce qu'on va appeler la théorie du double domaine, à partir du XIIIe siècle, avec donc le seigneur féodal propriétaire du fief, et le vassal qui aura la propriété utile, c'est-à-dire qu'il va avoir le droit de faire ce qu'il veut à l'intérieur. Mais le seigneur reste le véritable propriétaire. Et on va aussi après reconnaître l'usufruit, avec encore un autre statut. Et ça, ce sera la plus grande hantise des juristes d'Ancien Régime. Là, je sens le côté juriste en toi là, qui commence à s'exprimer. Peut-être un peu trop. Non, mais c'est bien, il en faut. Et donc, au niveau de sa capacité d'action, son droit d'héritage est toujours reconnu sur l'Aquitaine, ça c'est sûr. En tout cas, il n'est jamais contesté durant toute sa vie. Et ça, c'est assez impressionnant parce que d'autres comtesses, duchesses ont dû parfois batailler pour garder un peu leur héritage. Avec leurs cousins et leurs tontons et tout ça, quoi. Ouais. Clairement. Ce n'est jamais arrivé pour Aliénor. Ou alors, elle a vraiment supprimé toute opposition. Ça, c'était plutôt le boulot de son mari. Ah. Car effectivement, on sait qu'à chaque fois qu'Henri II en fait, sillonne le Poitou, il devient d'ailleurs détesté pour ça, il fait abattre les murailles de toutes les forteresses qui ont contesté son pouvoir, il abolit parfois les coutumes, donc les droits coutumiers que les comtes de Poitou ont donné à certaines villes. Henri II va juste venir, va me dire oh, « ça me plaît pas, voilà ce que je dis, le nouveau droit c'est ça ». C'est moi le roi, allez. Voilà. Et ça va pas plaire à grand monde. Et donc Henri II va plutôt se charger de tout cet aspect police, en fait, police territoriale. Là où Aliénor va plus être dans le judiciaire. C'est bien, elle a laissé plus de traces alors. Ça laisse beaucoup de traces, effectivement. Et néanmoins, par rapport aussi peut-être à l'aspect militaire, je trouve ça important de le rappeler qu'en tant que reine consort et en tant que duchesse, elle a aussi une autorité néanmoins sur les officiers de son mari. Et dans les actes, on en a quelques mentions, quelques traces très intéressantes, notamment du fait qu'il était possible pour Aliénor de convoquer au banc certains de ses vassaux. Et elle le faisait souvent ? Ça, malheureusement, on ne le sait pas. Ah. Et donc, effectivement, elle mentionne parfois dans ses chartes donc, le privilège qui est donc le sien, celui de son mari et celui de son sénéchal, de pouvoir à tout moment mander un vassau pour venir l'aider à faire quelque chose, à reprendre une terre, protéger ses intérêts, etc. Et donc pour revenir au douaire anglais, c'est vrai qu'il est constitué, c'est très intéressant, en fait, sur l'ensemble des territoires de l'Empire plantagenet. Donc en fait, les 26 propriétés que je mentionnais ne sont qu'en Angleterre. On a aussi au moins 3 lieux en Normandie et 4 en Anjou, en comté d'Anjou. Ce qui permet en fait une assise territoriale, pareil, de la reine assez importante, notamment sur les territoires continentaux. Donc elle pouvait, entre guillemets, aliéner la partie de son héritage, qui est considérée comme telle, mais dans les faits, elle ne le fait pas parce qu'il faut toujours le consentement de son époux. Ils sont 2 à être duc d'Aquitaine et roi et reine d'Angleterre, et théoriquement, il faut les 2 consentements pour que donc une aliénation, donc une vente, un échange se fasse. Dans les faits, ça ne marche que pour les très gros lieux. Notamment, je ne peux pas dire je veux donner ma ville de Poitiers au comte de Toulouse parce que j'ai bien envie. Ça ne se fait pas. Par contre, un petit fief très reculé, ça ne devrait pas poser de problème. En fait, quand ça n'a pas d'importance politique, pas trop, elle pouvait le faire. Ça, on a des mentions déjà dès le moment où elle est épouse et encore plus quand elle est veuve. Est-ce qu'elle émet des chartes et des donations à cette époque-là ? Elle en émet, moins que lors de son veuvage, mais elle en émet quand même pas mal. Et effectivement, donc bien sûr, la majorité de ces donations concernent des abbayes, des institutions ecclésiastiques. C'est forcément ces instituts qui vont conserver au mieux leurs sources pour protéger leurs intérêts, donc forcément, ça biaise un peu le quantitatif du corpus. Mais on a aussi des donations très intéressantes faites à des seigneurs locaux, à des vassaux, pas des simples roturiers, eux, ils vont plus aller en cour de justice directement. Mais oui, à des nobles, bien sûr. Et aussi, lorsque son mari, donc le roi Henri II, est en déplacement, est-ce qu'elle exerce à certains moments une forme de régence ? Alors pas à ce moment-là. La régence, c'est vraiment un aspect politique très particulier, qui n'est jamais nommé ni dans les chroniques ni dans les chartes. Elle exerce une souveraineté, tout simplement, la sienne, au nom d'elle-même et de son mari. D'ailleurs, quand son mari, par une brève, donc par une missive, lui demande à la reine Aliénor de faire un acte, elle va après mander le shérif en question, sous les ordres de son mari, en lui disant « Toi, mon shérif, si tu ne fais pas ce que le roi et moi-même avons dit, tu devras en répondre devant la justice, devant la mienne ou celle du roi. » Ce qui est très important, ça veut dire que les deux pouvaient absolument juger les inactions de leurs officiers.
Et alors, qu'est-ce qui change ? Donc, son mari meurt avant elle. Donc, Henri II, il meurt en quelle année déjà ? En 189. En 189, donc ils ont eu quasiment 30 ans de mariage. C'est ça. Donc là, entre-temps, on imagine qu'elle a encore plus pris en assurance, en légitimité. Donc, entre-temps, elle a fait des enfants. Et donc, justement, à partir de la mort de son mari, qu'est-ce qui change pour elle dans son champ d'action avec les règnes de ses fils ? Eh bien, en fait, à la fois beaucoup de choses sur le fond, mais très peu de choses sur la forme. Ça veut dire qu'il ne faut pas oublier que politiquement, Aliénor sort de sa captivité. Donc, elle a été maintenue captive par Henri II après donc, la révolte. Oui, voilà. Il y a plein de détails qu'on passe parce que, voilà, d'ailleurs, il y aura un épisode sur l'Empire Plantagenet. On va forcément revenir un peu là-dessus. Mais parce qu'on a présenté au début une entente très bonne avec Henri II, mais on va dire qu'il y a eu des hauts et des bas dans ce couple, quoi. C'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, en 1189, donc effectivement, Richard Ier, Richard Cœur de Lion, son fils, va donc accéder au royaume d'Angleterre. Il va faire libérer sa mère, qui était... Comme un bon fils qu'il est. Exactement. Et tout de suite, Aliénor reprend son activité politique. Et 1189 va être une immense année pour l'activité politique dans l'Aquitaine. On sait qu'elle va notamment, dès la sortie de sa prison dorée, de sa garde, de sa captivité... Elle était où ? Elle était à plusieurs endroits. Le lieu le plus connu, c'est évidemment Old Sarum, dans le sud-ouest de l'Angleterre. Elle va aussi passer un peu de temps à Westminster et elle sera libérée quelquefois pour passer des cours, pour passer Noël notamment avec son époux, la fameuse cour tenue à Chinon qui a fait l'objet du film Le Lion en hiver. Vous voyez qu'elle était captive à ce moment-là. Et donc en 1189, elle est libérée et instantanément, elle va sillonner toutes les villes d'Angleterre et elle va faire libérer des prisonniers. Moi je trouve ça passionnant. Donc on est toujours dans cet idéal de justice du roi et de la reine qui doivent être impartials. Bon, les chroniques nous racontent qu'effectivement elle a fait le tour et elle a libéré tous les prisonniers qui étaient gardés pour des infractions mineures, bien sûr. Donc c'est un peu un acte à la fois symbolique et réel de je suis libérée et tout le monde doit être libéré. Extrêmement. On est toujours dans cette idée, il ne faut pas oublier qu'en tant que reine, elle baigne aussi dans une mentalité, dans un idéal de justice. Mais oui, elle doit être juste et elle doit reprendre la capacité qu'elle avait un peu perdue depuis toutes ces années. Et donc Richard va lui rendre son douaire. Qui avait été confisqué pendant qu'elle était emprisonnée, c'est ça ? C'est un peu une tradition pour la reine d'Angleterre de se faire confisquer leur douaire. On en a beaucoup de traces depuis le Xe siècle, très rigolo. Notamment quand elles vont contre leur époux. Ça aussi, c'est une tradition apparemment. Et donc elle va récupérer son douaire. En fait, elle va agir cette fois de la même manière que lorsqu'elle agissait en tant qu'épouse. Maintenant, elle va le faire en tant que veuve. Donc maintenant, son droit de propriété est complet sur le douaire. Et à partir de 1189, on a des mentions de vente, de villes, de manoirs, petite circonscription administrative anglaise avec des terres arables et en gros un petit château au milieu. Et donc on a beaucoup de concessions faites par Aliénor, notamment aux gens qui l'ont aidé durant sa captivité. Je pense à Agatha, qui a été aussi la nourrice de plusieurs de ses enfants, qui reçoit une ville pour l'avoir aidé. Beau cadeau. C'est un très beau cadeau. Et donc elle reçoit une ville et donc Aliénor va confirmer à Agatha sa propriété sur cette ville. Puis après Agatha va pouvoir en disposer, elle va la redonner à Fontevraud, je crois après. Aliénor va confirmer cette vente encore. Mais aussi là, Richard Cœur de Lion, il est marié à ce moment-là ? Alors, le mariage de Richard, c'est effectivement très intéressant parce que c'est sa mère qui va lui apporter son épouse. Richard en fait reste très peu de temps en Angleterre, je crois qu'il va y passer que quelques mois durant ses 10 ans de règne, car en fait dès 90 il va partir en croisade, c'est la 3e croisade, aux côtés de Philippe Auguste, et il va laisser à sa mère en fait le soin de gérer le royaume. Et à ce moment-là on peut parler de régence effectivement, et elle va littéralement être la reine, seule, toute seule. Mais il est marié déjà à ce moment-là ou pas ? Il n'est pas marié. Et effectivement, ça pose problème parce qu'il était promis à une fille de Louis VII de son second mariage. Ça ne s'est jamais fait, mais il faut néanmoins que le roi produise un héritier. Mais surtout, je te demande ça, c'est-à-dire qu'au début, déjà, il n'y a pas de conflit pour le douaire. Non, bon, pas dès le début. Ce qui explique pourquoi elle arrive encore plus à tout récupérer, il n'y a pas de conflit à la belle-fille et tout ça. Ouais. Exactement. Donc effectivement, pas de problème pour le douaire, mais Aliénor va apporter à Chypre une épouse. À son fils Richard, il va lui apporter Bérengère de Navarre, qu'elle allait chercher du côté de Pampelune, je crois. Oui, de la Navarre du coup. Oui, de la Navarre, complètement. Elle va lui apporter donc Bérengère avant de repartir aussitôt. Pour l'Angleterre, bien sûr, il y a des choses à faire à la maison. Mais on a une charte de Richard de constitution de douaire pour Bérengère, qui mentionne, en fait, c'est à partir de cette charte-là, c'est une célèbre charte qui s'appelle la charte de Limassol, à l'endroit de la ville de Chypre où elle a été écrite, qui mentionne en fait tout le douaire assigné par Richard à Bérengère, et qui mentionne en fait que les terres qui sont mentionnées là, c'est les terres qui sont en fait à Aliénor. Oh, il y en a une qui devait pas être contente alors, non ? Ou c'était, elle pouvait rien faire parce que c'était plutôt logique ? On sait pas trop quelle était sa mentalité à ce moment-là. En tout cas, on sait qu'elle a rien lâché jusqu'au bout. Malheureusement, pour Aliénor, ça a dû lui faire ni chaud ni froid. Mais pour Bérengère, par contre, ça va lui poser beaucoup de problèmes. Parce qu'un jour, Bérengère va revenir de la croisade, avant son époux qui lui sera en captivité. Mais bon, un jour, ils vont être
en Angleterre, et notamment on sait que Bérengère et Aliénor se sont côtoyés, ont rendu des cours de justice ensemble. Mais on n'a pas de trace qu'Aliénor ait forcément concédé le douaire à la nouvelle reine. Oh, la relation avec la belle-mère, ça devait être quelque chose quand même. Ça devait être quelque chose. Et ça a été un gros sujet de conflit entre Richard et Bérengère, et surtout entre Bérengère et le successeur de Richard, Jean Santerre, qui, en 1204, à la mort d'Aliénor, va rappeler qu'elle aussi, elle était reine d'Angleterre, et donc elle a le droit d'avoir le douaire traditionnel des reines d'Angleterre. Alors, pas tout de suite. On a encore des choses à voir avant ça. Bien sûr. Donc, tu l'as dit, effectivement, donc, Richard Cœur de Lion, il passe tout le temps sa vie en colo. Enfin, j'appelle ça la croisade, j'appelle ça la colo pour voilà. Et donc, c'est sa mère, tu as dit, qui, en fait, agit comme une reine d'Angleterre. Absolument. Donc là, c'est pas seulement sur son douaire qu'elle agit. Ah, c'est sur l'ensemble des propriétés de la couronne, ça c'est sûr. Comment ça se manifeste ? Alors ça se manifeste déjà par... alors on n'a pas beaucoup d'actes d'aliénation à ce moment-là, durant la Régence, donc entre 1190 et 1194. Par contre, politiquement, elle est ultra présente. Elle tient des cours où elle fait mander tous les vassaux, littéralement, du royaume d'Angleterre. Donc très fort, hein, on en a plusieurs, je crois au moins 4 fois, dont une fois à Westminster, où c'est vraiment la reine devant tout le monde. Elle rappelle en gros que c'est elle la chef, avec l'évêque d'Ely aussi, qui, faut pas l'oublier, ils étaient 2 régents, il y avait Aliénor et l'évêque d'Ely qui régnaient un peu tous les deux. Mais pour le côté temporel, quand même vachement Aliénor. Et notamment parce qu'en Angleterre, elle va devoir aussi gérer Jean Santerre, qui va essayer de se substituer à son frère. Son autre fils, oui. Et ça, donc le mauvais prince Jean du comte, de Robin des Bois, va donc essayer d'usurper la couronne de son frère. On l'a clairement tous en tête. Hein. Et donc Aliénor agit pour protéger les intérêts de Richard, et donc va bien rappeler à tout le monde que c'est Richard le roi, qu'il faut lui être fidèle. Et elle va faire notamment fortifier des villes, parce que Jean Santerre va essayer donc d'accoster en Angleterre du côté de Canterbury. Et on a une super charte donc, d'Aliénor à l'abbaye de Canterbury qui donne des privilèges, en mode je vous donne des privilèges, donc vous êtes plus libre de vos mouvements, mais fortifiez la ville. Et donc on sait qu'elle le fait plusieurs fois. L'exemple de Canterbury est le plus parlant. Et donc elle va vraiment sillonner l'Angleterre pour protéger les intérêts de son fils et les siens aussi, bien sûr. Et donc elle va agir comme ça en tant que reine. Bonjour. Alors en fait, ma mère, c'est la première femme de son père, le roi Louis VII. C'est vrai. Aliénor d'Aquitaine, ça vous dit quelque chose ? Une sacrée reine, ma mère. Ça. Comment elle va d'ailleurs, cette chère Aliénor ? Ah bah au top, plus de 65 ans au compteur et une patate d'enfer. Elle nous enterrera tous. On parle pour toi. Et ce, malgré ses 15 ans d'enfermement. Oui, parce que après 2 décennies de bonheur conjugal et 8 enfants, mon père, Henri de Plantagenet, a pris une maîtresse, la belle Rosemonde. Et en représailles, maman, elle nous a bien monté le bourrichon jusqu'à ce qu'avec mes frères, on lève des armées contre notre paternelle. Il faut dire que le vieux, il nous faisait miroiter les titres depuis des lustres sans jamais lâcher la moindre miette de pouvoir. Il y a que mon petit frère Jean qui n'a pas suivi. Parce que d'abord, lui, il a toujours été le chouchou de papa. Et puis vu qu'il est arrivé en dernier, de toute façon, il n'y avait plus aucun titre de disponible. C'est pour ça qu'on l'appelle Jean Santerre. En tout cas, dès la première révolte en 73, mon père a fait enfermer maman à double tour. Et pendant près de 15 ans, on a enchaîné affrontements et réconciliations dans la famille, avec l'aide du roi des Francs. D'abord Louis, et puis Philippe. C'est normal, il faut bien soutenir ses vassaux. Mais du coup, elle continue de gérer pas seulement en Angleterre, mais donc aussi l'Aquitaine. Donc ça veut dire que vraiment, c'est intéressant, on rappelle ça au Moyen-Âge. De toute façon, les dirigeants, les rois sont rarement tout le temps dans la même cour. Ils passent leur temps à être en itinérance. On voit ça en France et donc en Angleterre aussi. Surtout là, on est sur un espace à gérer avec juste, un bout de mer entre les deux, quoi. Donc ça demande beaucoup de déplacements. Énormément de déplacements. Et en fait, durant la Régence, on n'a pas beaucoup de traces d'activité politique d'Aliénor en dehors de l'Angleterre. Ça fait déjà un gros bout. On sait que l'archevêque de Rouen a sans doute été missionné pour protéger les intérêts du roi en Normandie, au moins. Et en Anjou et en Aquitaine, c'est un peu plus compliqué. Elle y revient pas du tout en Aquitaine ou pas à ce moment-là ? Pas durant la Régence, elle y reviendra après. Et donc elle va agir au niveau de la politique interne donc du royaume jusqu'au retour de son fils. Elle va d'ailleurs, c'est elle qui va, sous les ordres de son fils, va collecter la rançon, qui va permettre donc de payer la rançon à Henri VI. C'est 150 000 marques d'argent, c'est gigantesque. Oui, pour l'époque, c'est énorme, c'est ça ? C'est plusieurs années des revenus totaux de la couronne, donc c'est gigantesque. Et on sait que Aliénor a fait raquer tout le monde. Littéralement. Mais c'est pour son fils. C'est son normal. fils. Elle va chercher son fils. Il lui faut de l'argent. C'est normal. Et donc elle va missionner des officiers pour sillonner l'Angleterre et littéralement aller taxer, ça on le sait, tout le monde, notamment jusqu'en Aquitaine où l'abbaye de Limoges va devoir gentiment verser 100 marques d'argent pour la libération du roi, ce qui est beaucoup quand même. Et au bout d'au moins 2 ans de collecte,
Elle va réunir la moitié de la somme, je crois qu'elle va réunir 70 000 marks d'argent, qu'elle va accompagner littéralement jusqu'en Allemagne. Elle accompagne les futures épouses, les sommes, et vraiment, elle est tout le temps à la campagne, quoi. Exactement, c'est une grande voyageuse pour le XIIe siècle, et donc elle va aller jusqu'en Allemagne libérer son fils, et elle va revenir avec en Angleterre, où là, le roi Richard va continuer la bataille contre son frère Jean et Philippe Auguste qui le soutient. Et en fait, son fils, Richard Cœur de Lion, meurt assez jeune. En fait, c'est pas commun de mourir quand même assez jeune pour ce statut-là. Non, il meurt assez jeune. En plus, l'anecdote est assez connue. Donc, il meurt à Château-Chalut en 1199, donc après 10 ans de règne, ce qui n'est pas énorme. 10 ans de règne où en plus il n'a pas été bien là parce qu'en captivité après la croisade. Et donc, il meurt d'un carreau d'arbalète à l'épaule qui se serait infecté et il meurt en une semaine. Et donc, à partir de là, Aliénor va passer beaucoup plus de temps en Aquitaine parce que la succession de son fils Jean Santerre, le nouveau roi nommé, va très mal se passer. Pourquoi ça se passe mal ? On a compris, ils se sont un peu chahutés pendant quelques dizaines d'années. Là, qu'est-ce qui change pour Aliénor une fois que c'est Jean Santerre qui devient roi d'Angleterre ? Alors, pour le coup, beaucoup de choses vont changer parce que Jean Santerre n'est pas très apprécié. En fait, n'est pas du tout apprécié par personne, jamais. Il l'a un peu cherché, j'ai l'impression. Oui. Pour moi, Henri II l'avait cherché. Mais Jean Santerre, c'est plutôt en fait des fautes politiques qui vont faire qu'aggraver la situation. Et en fait, à la fois les barons aquitains et les barons anglais en fait vont se révolter plusieurs fois contre Jean Santerre. Et Aliénor, à ce moment-là, en fait, va rester en Aquitaine et va servir littéralement de duchesse en titre. À ce moment-là, Aliénor va vraiment devenir la maîtresse du Poitou. C'est d'ailleurs par 2 actes semblables de 1199 qu'on le sait, des chartes très intéressantes. Donc c'est des chartes qui sont similaires au niveau du texte, mais qui mentionnent, donc pour la charte d'Aliénor à Jean, qui mentionne que Aliénor reconnaît Jean comme son héritier légitime et qui lui donne l'entièreté du Poitou. Et dans la charte de Jean à Aliénor, en gros, Jean fait la même chose. Il dit « J'ai donné tout le Poitou à ma mère et je veux qu'elle soit reconnue domina, maîtresse, du Poitou, mais aussi de ma propre personne et de mes biens. » Ce qui est très étonnant, parce que ça voudrait dire créer un rapport juridique un peu étrange où la reine serait la suzeraine du roi, ou même la duchesse, la comtesse de Poitou serait suzeraine du roi d'Angleterre, c'est un peu étrange. Et en fait, on entre là véritablement dans la Renaissance du droit romain très particulier, parce que là, le mot dominium est attesté. On a une maîtrise foncière absolue. Donc vas-y, fais-nous ton juriste. Je vais essayer de faire mon juriste en rendant le truc un peu. Non, mais en fait, c'est comme l'histoire comptable. Hein. L'histoire du point de vue juridique, c'est aussi très intéressant. Bien sûr, et notamment pour Aliénor, le droit lui a beaucoup servi, notamment à ce moment-là, parce qu'en 1199, Jean Santerre va emprisonner son neveu Arthur de Bretagne, et très sans doute qu'il l'a fait assassiner dans les prisons de Rouen. Et c'est pas gentil. Et c'est pas très gentil. Et ça ne va pas plaire au soutien d'Arthur, Philippe Auguste, le roi de France. Non mais le roi de France, s'il peut embêter le roi d'Angleterre, il est content, quoi. Donc là, vraiment, c'était du pain béni pour lui. Complètement. Et donc, il va en fait déclarer le roi d'Angleterre félon. Il va être félon parce que, au titre de ses domaines continentaux, donc de duché d'Aquitaine, duché de Normandie et comté d'Anjou, il est le vassal du roi de France, le roi d'Angleterre. Comme si c'était pas assez compliqué comme ça, on rajoute aussi cette couche-là. Oui. Exactement. Et donc, en fait, il va le déclarer, autour de ces années-là, la commise des terres, donc la confiscation, purement et simplement, des terres de son vassal. Et à ce moment-là, c'est à Aliénor et Jean de batailler pour ne pas perdre ces terres-là. Et donc, Aliénor, étant nommée maîtresse domina du Poitou, elle ne voit pas sa terre confisquée, parce que la terre n'appartient pas au roi maintenant, elle appartient à la duchesse, à la reine-mère. Et donc, on a vraiment un jeu politique qui permet en fait d'outrepasser le droit féodal. Et concrètement, comment est-ce que ça se manifeste ? Parce que là, en fait, on parle que de quelques... Enfin, je caricature, hein, mais on parle de mots dans des chartes. Bien sûr. Donc, physiquement et dans les actes, comment est-ce que ça se manifeste ? C'est là où c'est assez étrange, parce que donc, dans ces 2 chartes, effectivement, j'ai oublié de le préciser, il y a une clause qui mentionne que les 2, donc Aliénor et Jean, n'ont pas le droit d'aliéner le Poitou sans consentement l'un de l'autre. Ça devient très compliqué quand même. Oui, c'est le droit. Ça fait toujours ça au début, mais on s'y fait. Et donc, dans les faits, Aliénor et Jean, en fait, vont être maîtres du Poitou, ils vont faire ce qu'ils veulent, ils vont pouvoir aliéner, vendre des terres, et rendre la justice quand il le faut. Mais Aliénor va être en fait très impactante parce que c'est notamment le moment où notamment elle va littéralement être, en tant que domina du Poitou, elle va faire venir des vassaux, faire promettre de jurer, leur promettre la fidélité. Elle continue de faire ça, de convoquer tout le monde, vraiment c'est sa spécialité. En fait. Elle adore ça. Et même à Fontevraud, parce qu'elle s'est à un moment retirée à Fontevraud et on sait que Donc l'abbaye de Fontevraud. Et on sait qu'alors qu'elle était malade,
Ça, c'est dans une lettre qu'elle écrit à son fils Jean. Alors qu'elle était malade, elle a reçu à Fontevraud le vicomte de Thouars et lui a fait en gros prêter allégeance pour son fils. C'était quand même pas mal. C'était pas rare parce qu'en fait, à Fontevraud, la cour tenait ce qu'on appelle une cour céleste. En fait, c'est comme une cour temporelle, mais qui se fait dans une abbaye quand la reine veut se reposer. C'est plutôt classe comme nom. C'est plutôt classe. Donc elle continue son activité politique et elle va aussi, c'est pour ça qu'elle est très connue dans le Poitou, pour ses chartes de communes. Aliénor va en fait se servir donc de la classe émergente au XIIe siècle, de l'émergence des centres urbains et de l'émergence des bourgeois, pour en gros les rendre indépendants vis-à-vis de leur pouvoir, du pouvoir des Plantagenets, mais tout en promettant de conserver leurs intérêts. C'est un peu divisé pour mieux régner, j'ai l'impression. Un peu. Et surtout qu'en faisant ça, parce que lorsqu'Aliénor concède des privilèges, donc on sait qu'elle le fait à La Rochelle, qui en avait déjà reçu une Henri II, mais elle leur refait une, à La Rochelle, à Niort, à Poitiers. Donc elle concède des chartes de communes donc dans toutes les grandes villes poitevines. Et en fait, vu que ces droits viennent d'Aliénor, si le roi de France récupère le Poitou, ces concessions n'ont plus lieu d'être. Il faudra remander au roi, nouveau propriétaire, de refaire les donations, et c'est pas sûr qu'il accepte. Et donc en faisant ça, elle rend les villes plus libres. Elle est aussi garante de son pouvoir sur le Poitou et celui de son fils. Je sais que c'est toujours un peu frustrant, mais les épisodes de Passion médiéviste, je les conçois comme des grandes introductions à un sujet. Donc là, on a un peu brossé de façon rapide tout ce que Aliénor d'Aquitaine avait pu faire comme action politique et juridique. Alors Paul, raconte-nous, tu l'as un petit peu déjà teasé, mais pour en savoir plus sur les actions et pour documenter l'action d'Aliénor d'Aquitaine, qu'est-ce que tu as étudié comme source pour tes recherches ? Eh bien, j'ai étudié effectivement des actes de la pratique. Donc, ce soit des chartes, des diplômes. En fait, ce sont des documents, des textes qui sont donc rédigés par sa cour et qui, en fait, sont chargés d'informer le destinataire. Ça peut être une certaine communauté ou l'entièreté du pays, que la reine a fait quelque chose et qu'il faut le prendre en compte. Et donc, j'ai épluché toutes ces sources. Donc, on en a pour Aliénor environ 170, ce qui est énorme. Mais pour un mémoire, c'est beaucoup quand même, hein ? C'est beaucoup, sachant qu'en plus je n'ai pas fait que ça, car avec les actes d'Aliénor, j'ai aussi regardé effectivement ce qu'ont fait ses maris et ses fils. Et donc j'ai aussi épluché les actes d'Henri II, de Richard Cœur de Lion et de Jean Santerre, et notamment tous les pipe rolls anglais, les registres. Les back rolls ? Les pipe rolls. Ah d'accord. Parce que back roll, c'est autre chose. C'est autre chose. Non, donc tous les registres, parce qu'à partir de 1189, même avant, on va commencer à systématiser l'enregistrement des actes du roi d'Angleterre. C'est pour ça qu'on aime bien l'Angleterre, pour ça. Ils nous ont laissé quand même pas mal de sources, quoi. Ça, c'est sûr. Et donc, c'est grâce notamment donc, à ces actes conservés donc, à la Tour de Londres qu'on en sait beaucoup sur le rapport entre ses fils et Aliénor, notamment pour l'aspect financier. Parce qu'Aliénor va beaucoup correspondre avec l'échiquier, donc l'organe qui va collecter toutes les taxes, et après les redistribuer. Et on sait que la reine va profiter largement de ce trésor royal aussi. Est-ce que tu as pu aller à Londres ou voir des archives en vrai pendant tes recherches ? J'ai vu certaines archives en vrai. Pour Aliénor, sur les 170 actes, on en a environ une vingtaine d'originaux, ce qui est pas mal. C'est conservé où ? Alors, c'est conservé un peu partout. À Poitiers, je crois qu'on en a au moins 2. Je sais qu'on en a aussi en Normandie. Effectivement, la grande majorité se situe en Angleterre. Malheureusement, je n'ai pas pu y aller parce que les actes étant édités, et comme je me concentre davantage sur le texte que la matérialité de l'acte, j'avais pas trop d'intérêt pour l'instant à y aller. Et notamment, j'ai bien été embêté parce que c'était toujours le cas où la British Library avait eu son attaque des DOS sur leur site internet, qu'il avait rendu le site inaccessible. Mais j'ai de la chance parce que j'avais déjà reçu les actes avant, grâce à Martin Aurèle. Bon, les difficultés que tu as eues, on peut présumer que vu que tu as étudié beaucoup trop de textes, tu en as eu beaucoup. Est-ce qu'au niveau de la langue, est-ce que ça a été pour toi ou c'était difficile ? Ça a été difficile comme n'importe quelle langue qu'il faut. Ils sont en quelle langue ces textes-là ? En latin. En latin, c'est la langue juridique qui sera conservée jusqu'à la fin du XIIIe siècle, avant que les actes commencent à être rédigés en langue vernaculaire, en anglo-normand. Mais au XIIe siècle, c'est que du latin. En fait, l'avantage de travailler sur des sources juridiques, c'est qu'elles se ressemblent un peu toutes. Et donc, bien sûr, elles sont aussi uniques, et c'est pour ça que c'est très intéressant. Mais au niveau des formules latines, on en retrouve des semblables. Et en fait, analyser de manière systématique un gros corpus d'actes, ça se fait relativement bien, je trouve. Et est-ce que tu as eu des bonnes surprises pendant tes recherches, peut-être des actes qui avaient été un peu mis de côté, que tu as un peu remis en avant ? Effectivement, la double donation entre Aliénor et Jean en 1199 avait déjà été traitée avant moi par John Holt, notamment qui a écrit un article dans les cahiers de civilisation médiévale en 1986. Et depuis, plus personne n'en a parlé. Enfin, certains en ont parlé dans les biographies, mais c'est l'histoire d'une ligne. Et donc effectivement, pour moi, c'est une subtilité juridique qui est très importante pour comprendre en fait le XIIe siècle et notamment l'importance de la renaissance du droit romain
en opposition au droit féodal. Et donc là, à partir du tournant du XIIIe siècle, la notion de propriété va devenir très très importante pour la noblesse au Moyen-Âge, et va amplement s'en servir pour protéger leurs biens. Et les femmes vont aussi profiter de cette renaissance-là, elles ne vont pas que en pâtir. On en a parlé un petit peu, mais peut-être que tu peux nous raconter aussi. Donc, Martin Aurèle t'a donné ce sujet. Comment est-ce que tu as travaillé avec lui pendant ton mémoire ? Comment est-ce qu'il t'a accompagné ? Alors évidemment, il m'a accompagné par son érudition immense, me conseillant évidemment des lectures ou des articles que j'avais pu oublier. Il m'a aussi été d'un soutien émotionnel certain, ce qui est très important pour des jeunes chercheurs, surtout comme moi qui n'étais pas trop sûr du sujet à la base. Ah bon, on dirait pas, hein ? Là, t'es très à l'aise et tout. C'est gentil, mais je me souviens très bien, au milieu de mon M2, la veille de Noël, envoyer mes états d'âme à Martin Aurèle, me disant je n'y arriverai pas, et lui me rassurant par mail. Donc il y a aussi eu cet aspect-là très, très touchant dans ma vie de jeune chercheur que je n'oublierai sans doute jamais, ça c'est sûr. Et après ce mémoire sur Aliénor d'Aquitaine, eh bien, tel un traître que tu es, mais non je rigole, mais tu as choisi de bifurquer vers un autre sujet. Pourquoi ? Eh bien, effectivement, s'intéresser au droit médiéval, ça demande aussi d'être formé à cette matière, de devenir un peu juriste, en plus qu'être médiéviste. Et pour ça, il me fallait une certification académique. Parce que toi, à la base, tu as fait juste une licence d'histoire, c'est ça ? C'est ça, okay. Complètement. Et donc, mon co-directeur, Didier Veillon, qui est professeur de droit privé à l'Université de Poitiers, m'a proposé de faire le master d'histoire du droit en 1 an pour me former à cette matière-là. Et donc, il m'a fait travailler sur la doctrine des feudistes, donc des juristes spécialisés du droit féodal à l'époque moderne. Quoi ? C'est très compliqué. Oui, je veux bien que tu peux me redire ça autrement, parce que j'ai rien compris. Bien sûr. Ce qu'on appelle la féodalité, en fait, c'est un ensemble de droits dont j'ai évoqué beaucoup de principes. Dont on a parlé il n'y a pas longtemps dans un épisode, oui. Et en fait, ce système va perdurer jusqu'à la Révolution française. Les fiefs, ce n'est pas qu'une histoire de Moyen-Âge, c'est aussi une histoire d'époque moderne. Et donc, les hommes de l'époque moderne vont hériter de la construction médiévale du fief, de la féodalité. Sauf qu'avec l'humanisme naissant, la remise en place de beaucoup de choses, le changement du droit, le code pénal, enfin le code pénal après, les ordonnances civiles et pénales au XVIIe siècle, en fait, le droit féodal commence à être vraiment désuet à partir du XVIIe. Et en fait, on a beaucoup de juristes qui vont s'atteler à essayer de le comprendre et à essayer de le transmettre aux élèves, parce qu'il y a encore des nobles qui ont des terres et des vassaux. Et donc, il faut bien comprendre ce qui se passe entre eux si on veut pouvoir juger correctement. Et donc, ils vont essayer de se dépatouiller avec ce droit féodal en faisant des traités. Et donc, moi, j'ai étudié ces traités-là. Et le plot twist, c'est qu'en fait, finalement, après donc ce deuxième mémoire, depuis la rentrée 2025, là où on enregistre, tu travailles de nouveau sur le Moyen-Âge. Mais alors là, dans quel cadre et sur quel sujet ? Donc à la rentrée, j'ai construit un projet de recherche avec Corinne Leveleux-Texera, qui est professeure universitaire à Orléans et directrice d'études à l'EPHE. Je lui ai fait part de mon projet de vouloir faire une thèse. En gros, on s'est donné 1 année pour bosser ma méthodologie de recherche à fond. Et pour ça, on a construit un sujet qui va se concentrer en fait sur les actes de la pratique médiévale, sur cette fois d'une chronologie plus longue, entre le Xe et le XIIIe siècle. Et je vais me concentrer sur l'autorité, sur la représentation textuelle de l'autorité des abbesses en France. Oui, donc finalement, on est dans la continuité de ton premier mémoire avec cette action des femmes, et là vraiment sur les abbesses. Donc sur quel espace géographique ? Pour l'instant, que ce qui constitue le royaume de France, donc bien sûr avec des gros guillemets parce que... Ce qui est déjà pas mal, quand même. Ce qui est déjà pas mal. Pour l'instant, je crois que j'ai environ une 60aine d'établissements. Mais les corpus sont quand même beaucoup plus restreints. Ça fait beaucoup, Paul, quand même. Ça fait beaucoup, mais on perd pas espoir. Et ça, c'est partie de mon projet d'essayer de remettre aussi une analyse quantitative, chose que l'histoire des femmes n'a pas beaucoup profité. Oui, même si on a de plus en plus de gens qui travaillent sur les femmes, il y a quand même encore beaucoup de travail. Là, moi, je le vois des fois quand je veux travailler sur tel ou tel sujet, je vois bien qu'il y a des femmes, mais en fait, elles ne sont pas étudiées. Donc, c'est bien, tu as du boulot. Donc, ça permet aussi de voir autre chose que les grandes figures qu'on mentionnait comme Aliénor d'Aquitaine, Ange de Castille, etc. Et de voir que, en fait, il y en a beaucoup de femmes au Moyen-Âge qui ont la capacité d'agir sur leur patrimoine, notamment lorsque c'est un patrimoine ecclésiastique. Et pour ça, le point de vue des abbesses, ça va être très intéressant. Je te le souhaite. Alors, pour finir un petit peu, pour en savoir plus sur Aliénor et son rôle de régente, quel ouvrage est-ce que tu pourrais conseiller ? Je me demande bien. Effectivement, comme je l'ai dit, c'est un sujet qui n'a pas été traité de manière aussi systématique depuis longtemps.
Je peux néanmoins effectivement conseiller, c'est toujours une bonne porte d'entrée, les biographies d'Aliénor, notamment les 2 plus récentes qui sont celles de Raph Turner et celle de Martin Aurel, qui reviennent un petit peu évidemment. Mais je pense qu'il faut aussi s'intéresser pour ça aux articles de Nicholas Vincent, qui est en train d'éditer actuellement de manière scientifique les actes d'Aliénor, qui ça ne saurait tarder, j'espère, dans les 2-3 prochaines années. Qui a aussi beaucoup, forcément en tant qu'éditeur, a pu les travailler avant tout le monde, et donc a publié quelques articles qui m'ont servi littéralement de base pour mon travail, et je crois que c'est à peu près tout. C'est déjà pas mal. Je dis déjà que je mettrai bien sûr les références que tu donnes sur le site. Les gens sont habitués. Pour finir, Paul, un peu une dernière question. Est-ce que pour toi, il reste encore des choses à étudier sur Aliénor d'Aquitaine après les tonnes de bouquins qui existent sur elle? Et donc si oui, est-ce que tu aurais peut-être des conseils de sujets pour des étudiants qui nous écouteraient et qui voudraient travailler dessus? Effectivement, je me suis déjà posé la question, en vérité, moi-même, pour construire mon mémoire sur Aliénor. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il reste à dire sur cette femme? Et en vérité, à part l'aspect juridique, là comme ça, pas grand-chose me vient en tête. Mais il ne faut pas perdre espoir, parce que ce qui m'a permis, moi, de construire mon sujet, c'est l'approche pluridisciplinaire, très importante. Et je pense qu'il est possible que des étudiants qui veulent travailler sur Aliénor puissent, s'ils viennent avec d'autres méthodes, de linguistes, de sociologues, par exemple, trouver peut-être des approches très intéressantes des documents qui sont connus et déjà traités, comme moi je l'ai fait finalement avec le droit. L'appel, en tout cas, est lancé. Désormais, chers auditeurs et auditrices, vous en savez beaucoup plus sur Aliénor d'Aquitaine, en fait, à travers les actes juridiques, comment est-ce qu'elle a agi après le côté people de ces 2 mariages. Donc merci beaucoup Paul Webel, c'était passionnant. Je pense que tu nous as bien transmis, toi aussi tu as cette forme de passion pour Aliénor, mais toi d'un point de vue plus juridique. Donc merci énormément. De rien, merci beaucoup de m'avoir reçu, effectivement. Si je peux, moi, transmettre un peu ma passion pour le droit médiéval, c'est un plaisir. C'est important, après la comptabilité, il faut bien intéresser les gens au juridique aussi. Donc je le redis, auditeurs, auditrices, si vous voulez en savoir plus, on vous mettra des références, on vous mettra, même si on peut les consulter en ligne, certaines des sources que tu as étudiées. Oui, Nicolas Vincent notamment avait publié dans un article les références, donc pas les éditions, mais les références de ces actes-là. Notamment, je crois que beaucoup d'archives départementales, notamment sur le Poitiers, ont numérisé les sources sur Aliénor qu'ils possèdent, ça c'est bien. Super, on mettra le lien vers tout ça si tu veux, alors comme ça les gens si les gens qui n'écoutent, qui ne sont pas du tout chercheurs, veulent aller voir en vrai quels sont ces actes, vous pourrez voir tout ça. Je tiens encore énormément à remercier le CESCM et donc tout Poitiers vraiment à ce moment-là d'avoir organisé cette journée d'enregistrement. Je pense que c'est un bel hommage qu'on a fait à Martin Aurel aujourd'hui, donc on peut être très fiers de nous. Vraiment, j'ai face à moi plein de médiévistes et c'est toujours très émouvant parce que ce podcast est fait pour eux et grâce à eux, donc je les remercie. Si cet épisode vous a intéressé, il y en a tellement qui sont en lien, on en a cité plein dans l'épisode, je peux pas tous les citer. N'hésitez pas aussi, si vous voulez en savoir plus sur l'histoire en général, écoutez mes autres podcasts, Passion moderniste, et oui on les aime aussi les modernistes, un petit peu, Passion moderniste et Passion antiquité, on a de la compassion pour eux les pauvres, ils ont moins de sources, c'est compliqué. Je vous incite aussi à suivre Passion médiéviste si jamais vous êtes sur les réseaux sociaux, à suivre Passion médiéviste notamment. Je suis en ce moment sur Instagram, sur Facebook et même TikTok. J'essaye, franchement, là je donne tout ce que je peux. Je tiens à remercier l'illustrateur, illustratrice qui fera l'illustration de cet épisode. Je ne sais pas encore qui c'est parce que j'enregistre des mois à l'avance. Je remercie les auditeurs de Passion médiéviste et auditrices qui m'envoient des messages toujours très gentils et qui permettent que ce podcast continue. Dans le prochain épisode, on parlera des pupilles en Angleterre. Voilà, vous verrez. Finalement, pour les personnes qui sont dans la salle, ça sera dans une petite heure. Pour les autres, ça sera dans un mois. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Passion médiéviste. Salut! Et on se retrouve pour d'autres remerciements parce que, comme je vous l'ai dit au tout début, voilà, Passion médiéviste est mon travail maintenant depuis plusieurs années grâce à votre soutien et donc aussi avec les partenariats que je fais. Donc en plus de Laura et Damien, je tiens à remercier Christophe, Marie, Carole. Et il y a plein de personnes qui ont rejoint le Patreon ce mois-ci, donc je tiens aussi à remercier Yann, Bernard, David et Frédéric. Si vous aussi voulez soutenir le podcast, vous pouvez le faire de plein de façons différentes. Déjà juste
en partageant le podcast autour de vous, voilà, en le conseillant à des amis, à des personnes, voilà, ça c'est déjà énorme. Et si c'est possible pour vous financièrement, je vous explique comment faire sur mon site passionmedieviste.fr/soutenir, voilà, il y a toute l'explication de comment ça se passe, vous verrez, c'est pas très compliqué, parce que vos soutiens permettent de financer donc mon temps de travail sur les podcasts, mais aussi de rémunérer donc l'artiste qui a fait l'illustration de l'épisode, donc ce mois-ci c'est Dean, qui a fait une très belle interprétation, je trouve, de Aliénor, âgé, et je trouve qu'on manque de représentation comme ça, donc c'est important. Et aussi rémunérer Alizé Rodriguez, qui est la personne qui m'aide à faire certains articles sur le site passionmedieviste.fr, voilà, pour accompagner les épisodes d'articles qui sont détaillés, pour vous donner un petit peu des aperçus des épisodes. Merci encore énormément à toutes et tous, et je vous dis à bientôt, encore une fois, pour un prochain épisode. Salut!